Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir chez nous à travers les deux médias leaders Tru TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Merci de nous recevoir. Je suis sur ce plateau avec les deux juges au siège, Bernard Bougman et Geoffroy Vaha. Bonjour juge Bougman. Bonjour Adams, bonjour madame, monsieur, bonjour Geoffroy. Bonjour juge Bougman, bonjour président Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors pour cette nouvelle convocation, nous allons nous intéresser au sommet du G5 Sahel qui se tient en ce moment même à N'Djamena au Tchad. L'engagement de l'armée française et la question de son éventuel retrait dans la région sont au menu des échanges. Nous allons également enrôler comme deuxième sujet ce mardi la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première africaine à occuper le poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale du commerce. Une nouvelle page dans la vie de cette institution. Nous allons évoquer ces questions avec Oumarou Polo Kwalaga qui va nous rejoindre incessamment sur ce plateau. Je rappelle qu'il est spécialiste en diplomatie et également en relations internationales. Il faut ajouter qu'il est fondateur de l'Institut de stratégie et de relations internationales. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Moi, ce qui a retenu mon attention ce matin, c'est un article de lefaso.net, une interview au regard d'un élément qu'ils ont eu. Cela concerne nos déplacés internes et ils disent que pour ce qui est de Bassalgo, donc Médecins Sans Frontières a reçu environ 730 patients qui sont atteints du syndrome ictérique fébrile. Donc 4 sur 5 des patients étaient atteints par l'hépatite E et donc plus de la moitié étaient des femmes. Et lorsqu'on parle de cette hépatite-là, on dit que c'est une pathologie d'origine virale qui se transmet principalement en buvant de l'eau contaminée par des matières fécales. Donc, le constat il est clair. Ça veut dire qu'il y a une question d'eau et assainissement sur lesquels des réponses doivent être apportées sur les sites qui donc réceptionnent nos déplacés internes. Ils sont très nombreux. On avait passé le cap du Bilion, on en parlait. Donc c'est une situation qui est préoccupante. Je pense que nous, journalistes, avons déjà fait plusieurs reportages sur quelques sites d'hébergement et on se rend compte que la situation n'est pas du tout reluisante et n'est pas facile pour ces Burkinabés-là. C'est peu que de dire que la situation n'est pas enviable parce que lorsqu'on quitte chez soi, par obligation, ce n'est jamais pour un autre confort plus intéressant, ce n'est jamais pour cela. Et bien au contraire, ce qu'on veut comme situation, c'est celle qui soit la plus brève possible et qu'on puisse retourner là d'où on vient et puis mener l'activité qui est la nôtre. Mais on a une réalité qui est celle des attaques terroristes et de l'insécurité qui va avec. Donc c'est un peu compliqué. Mais on peut, je crois, aussi rendre plus vivable, on va dire comme ça, ces sites-là. Et je pense que ce qui vient d'être donné par Médecins Sans Frontières nous interpelle. Ils n'ont pas fait ce choix. Et si on peut le trouver parce que c'est cela, si vos besoins, vous les faites un peu à côté, clairement ça va vous rattraper. C'est-à-dire que l'eau que vous allez utiliser risque d'être contaminée. Et puis je pense que c'est ce dans quoi nous sommes. Et bon, on nous dit que c'est pas une maladie qui d'emblée comme ça est si dangereuse, mais pour les personnes vulnérables, ça les femmes enceintes, ça crée des complications et tout. Donc c'est vraiment pas intéressant lorsqu'on sait que la moitié des personnes touchées aussi, plus de la moitié c'est des femmes. Donc c'est peut-être un genre de cri du cœur. Moi j'ai lu un peu ce que nous a proposé d'ailleurs le lefaso.net là-dessus, ce qui est très intéressant en soulevant d'abord le problème et puis en approchant un spécialiste en la matière pour essayer de comprendre. Donc article très intéressant à lire. Et j'ai un deuxième avant-propos. On a souvent parlé ici de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, notamment avec la volonté voulue de l'actuel président Tshisekedi de rompre le lien avec Kabila, un confort dans lequel il était depuis un certain temps, parce que Kabila
il restait encore un genre de, je dirais même pas forcément petit président, mais quelqu'un qui impactait fortement et qui ne laissait pas vraiment les coups de franche à Tshisekedi. On a vu à l'Assemblée nationale, out, celui qui représentait le camp Kabila. Dans certaines institutions, ça a été pareil, Sénat, Premier ministère, cela a été donc acté avec un jeune, Jean-Michel Sama Lukonde, 43 ans, qui a été désigné Premier ministre et puis présenté. Je pense qu'il a été quand même d'une façon ou d'une autre assez bien accueilli. Il a présenté aussi quelles sont ses priorités pour son mandat exécutif, je dirais ça comme ça. Et c'est d'abord la sécurisation de l'Est, parce que là-bas on sait comment est-ce que ça se passe, c'est vraiment pas facile. Et puis le Katanga. Donc ce sont les priorités du nouveau Premier ministre. Il est quand même assez jeune, ça aussi c'est ce qu'on pourrait remarquer. Et ce qui est à espérer maintenant, c'est que il ait les coudées assez franches pour pouvoir continuer. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est l'onde de choc du désamour entre Tshisekedi et Kabila et la façon de s'assumer pour une nouvelle majorité. Mais on espère que ça va aller pour le mieux pour les camps Tshisekedi, mais beaucoup plus pour les Congolais qui attendaient à travers ce changement à la tête du pays un changement aussi dans leur quotidien, dans leur niveau de vie et dans leur façon d'être. Merci pour ces clés de lecture. Juge Bougma, vous avez la parole pour votre avant-propos. Mon avant-propos, ça va concerner la Côte d'Ivoire, où les législatives de mars prochain battent leur plein. Bon, à ce stade-là, les dépôts ont été, tout est clôturé. Bon, voilà. Et c'est dans ce climat également que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara prévoient de se rencontrer. Sur fond de supputation, il y a eu beaucoup de rumeurs sur la santé du président ivoirien. Donc, c'est effectivement dans ce climat que Emmanuel Macron envisage une rencontre entre Alassane et lui, donc le président français et le président ivoirien. Ce ne sont pas des gens qui ne se connaissent pas, ces deux se connaissent très bien. Et quand Alassane a été élu, Macron d'ailleurs avait dit que le scénario chaotique annoncé n'a pas eu lieu. Et donc, et qui justifiait lui-même comment est-ce qu'il était nécessaire, voire impérieux, que Alassane puisse briguer un troisième mandat envers et contre. Ça, c'est après les élections. Maintenant, qui s'en prend à Alpha Condé et qui dit que celui de la Guinée, ce n'est pas dans les règles de l'art, mais Alassane, lui, n'avait pas le choix. Donc, après la disparition de Gon Coulibaly, qu'effectivement, de briguer un troisième mandat. Et donc, il justifie, j'ai dit bien. Maintenant, une rencontre, naturellement, avec beaucoup de points à l'ordre du jour. Il y a aussi la question FPI qui, paraît-il, sera à l'ordre du jour, effectivement, de cette rencontre. Pas pour le moment des dates, mais ils sont dans les préparatifs. Alors, mais ce qui est curieux, pourquoi une rencontre entre le président ivoirien et le président français cristallise les passions, c'est parce que, bon, la réalité aussi, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est l'autre version de la France en Afrique, comme Dakar au Sénégal. Donc, ça veut dire que ce n'est pas rien. C'est pas rien aussi que c'est Alassane et Macron qui se retrouvent ensemble à Abidjan pour annoncer en son temps la question de la monnaie, l'éco. Donc, j'ai dit bien, il y a beaucoup d'enjeux quand il y a ce genre de visite entre Abidjan et Paris. C'est différent d'avec les autres pays parce que sur le plan politique, les assises ne sont pas les mêmes, et sur le plan échiquier diplomatique et sur le plan des intérêts ivoiriens et français en Côte d'Ivoire et comparativement aux autres pays, c'est la lumière et le jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc a supplanté la France en Côte d'Ivoire, mais ce que les gens et les autres oublient, c'est que beaucoup d'entreprises marocaines sont des capitaux français. En réalité, c'est simple. C'est des Marocains, mais en réalité, ce sont des capitaux français pour pouvoir se mettre de façon stratégique en retrait. Donc, on n'est pas là, mais on a la pièce à côté, on tend une autre main, et puis bon, voilà, on passe à... Voilà. Donc, je dis bien, c'est une rencontre qui est attendue, parce que c'est sûr que maintenant, dans la tête des Ivoiriens, ce n'est plus que Macron est contre le troisième mandat, il ne soutient pas, non. Ils vont aller de l'avant. Et quel est le nouveau schéma? Peut-être encore qu'à cette rencontre, on entendra parler d'éco ou d'une, je ne sais pas moi. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Je rappelle que pour cette convocation, nous avons deux dossiers sur la table des juges. Le premier dossier concerne le sommet du G5 Sahel, comme je l'ai rappelé, qui s'est ouvert hier à N'Djamena au Tchad. L'intervention française sera à l'ordre du jour. On parlera également d'un éventuel retrait, ce qui est en tout cas maintenu comme sujet à débattre pendant ces échanges-là. Nous allons également parler de la nomination de l'ancienne ministre
des Finances du Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première africaine à occuper le poste de secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé. Les enjeux de cette nomination, c'est avec notre invité qui nous a rejoint, Oumaro Paul Kwalaga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes un spécialiste en diplomatie et relations internationales. Vous êtes également le fondateur de l'Institut de stratégie et de relations internationales. C'est bien cela. Alors pour le premier sujet, on l'a dit, en ce moment à N'Djamena se discutent les sujets d'ordre sécuritaire, notamment ce qui concerne la zone G5 Sahel. Un sommet qui ne connaîtra pas la participation physique du président français, on va le dire comme ça, parce qu'il participe par visioconférence. Alors est-ce que la portée diplomatique est la même quand le chef d'État français ne se déplace pas à N'Djamena? C'est vrai qu'on évoque des raisons sanitaires, enfin, c'est officiellement ce qui a été avancé. Il est aussi vrai qu'il était attendu à ce sommet parce que c'était quand même un sommet avec multiples enjeux, notamment diplomatiques, politiques, évidemment sécuritaires. On attendait de lui justement après Pau, après des grandes annonces en termes de reconfiguration, en termes de repositionnement de la France et notamment de la force Barkhane, j'allais dire dans le Sahel. Aujourd'hui, son absence peut peut-être, dans une certaine mesure, manquer quelque chose dans l'événementiel, j'allais dire en tant que tel. Mais toujours est-il que les choses devraient pouvoir se débattre. Les questions à l'ordre du jour sont maintenues. Je crois que sa participation à distance, c'est vrai que ça enlève un peu à la touche, mais je pense que c'est aussi fait, à mon sens, un peu exprès pour mettre un peu la pression, justement, sur les États africains. Parce que ce qui est dit, je crois que c'est l'intention réelle, même si c'est pas toujours bien accepté, bien compris, c'est de permettre aux États africains de prendre véritablement leur destin en main. Donc c'est un peu de s'assumer. C'est vrai que c'est ce qui était avancé dès le départ, même si on ne voit pas venir. Donc cette absence met, j'allais dire, un peu de pression, de sorte que les chefs d'État africains, prennent leur destin en main, mais débattent sur un certain nombre de questions sur lesquelles normalement il devrait pouvoir faire avancer, j'allais dire, l'agenda du G5 Sahel dans sa globalité, mais sur la question sécuritaire notamment. Alors, monsieur les juges, nous sommes à l'étape des généralités. Bernard Bougma, je ne sais pas si vous avez une question pour notre invité avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Non, ça va. Ok. Juge Vahan. Oui, on voit un sommet, comme je disais tout à l'heure, après celui de Pau, mais de façon générale aussi, quoi qu'on dise, il y a ce qui a suscité Pau, c'était le vent qu'ils disent anti-français. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que le sommet G5 Sahel qu'on a aujourd'hui se tient dans un autre contexte? Parce que Pau, c'était une presque convocation. Et parce qu'on ne trouvait pas assez clair la position de nos États à défendre la France qui venait en partenaire contre le terrorisme. Et puis c'était pas facile, parce que même au Mali et un peu partout, on a vu le débat qui a été mené à l'encontre d'une France qui pour beaucoup défend plus ses intérêts que pour les beaux yeux des Africains que nous sommes. Aujourd'hui, est-ce que le contexte a vraiment changé? Est-ce que les chefs d'État, vis-à-vis de ce que demandait la France, en termes de bouclier entre population et cette France, est-ce qu'ils se sont assumés et ça a changé? Ou bien il faut lire dans la non-présence de Macron, même s'il y a il y a le prétexte Covid, si c'est un prétexte, est-ce qu'il ne faut pas y voir le fait que ça n'a pas vraiment changé? Mais déjà, il faut restituer les choses dans leur contexte. Là, c'est un sommet annuel du G5 Sahel. C'est quand même différent de ce qui s'est passé à Pau, où le président Macron, par rapport à une certaine opinion, je vais dire dans les deux cas, une opinion africaine, mais également aussi une montée j'allais dire dans l'opinion française, avait convoqué cette réunion suite à une rencontre précédente où il a tenu quand même un certain nombre de propos, et après on a vu un peu tout ce qui a tourné autour de cette question. Là, c'était un sommet annuel, donc il était attendu comme invité, tout en sachant, bien sûr, quoi qu'on dise, que la France est aussi un élément central. Mais à côté, je crois qu'il laisse aussi un peu la main à l'Allemagne, parce que vous vous rappelez, vous vous souvenez, lors du sommet de Pau, il avait demandé à ce qu'il y ait une forte coalition. Et justement, aujourd'hui, c'est
après le sommet, j'ai dit officiel, voilà, où les chefs d'État se rencontrent, c'est aujourd'hui autour de la coalition, en fait, de tout ce qui est partenaire, j'allais dire européen, pour que la France aussi, je veux dire de façon symbolique, laisse un peu la main aussi au tandem allemand. France-Allemagne, donc l'Allemagne est bien présente. Ça permettra aussi d'avoir pour l'opinion africaine un autre regard, de ne pas toujours peut-être forcément considérer, même si on ne peut pas l'occulter, que derrière un leadership français, que à la manœuvre, c'est d'abord la France. Et il y a aujourd'hui qu'on veut mettre, je dis, en scène l'Europe dans son ensemble et toute cette coalition européenne à laquelle Macron a toujours appelé pour qu'il puisse aussi apporter, j'allais dire de façon conséquente, les contributions pour ne pas qu'il y ait toujours l'image de cette France. On sait aussi le désamour quelque part entre l'opinion africaine notamment et sahélienne, j'allais dire, contre cette France-là. Mais toujours est-il que, j'allais dire, ce sommet se tient pour moi dans un contexte, j'allais dire, assez particulier. On sait qu'il y a beaucoup de défis. Au-delà des défis sécuritaires, c'est une région qui connaît aussi, on le sait, il y a le défi sanitaire, mais aussi un défi humanitaire. Quand on regarde l'exemple du Burkina, on a plus de 1 million de déplacés internes. On regarde le Mali, on sait qu'aujourd'hui le sommet c'était dans un contexte particulier. Il y a eu bien avant un coup d'État, j'allais dire, il y a un changement de régime, donc une transition. Quand on regarde le Tchad, on sait aussi le contexte politique de ce pays. Donc quand vous prenez l'ensemble de tous ces États qui composent en fait le G5 Sahel, chaque État a une certaine particularité. C'est vrai que le Burkina sort aussi des élections et tout ça mis ensemble devrait pouvoir permettre de prendre un certain nombre de grandes décisions. Il y a peut-être aussi pour la France, quelque part on peut expliquer ce retrait dû au fait que les grandes annonces, notamment la mobilisation, j'allais dire, de 500 soldats supplémentaires qui devaient venir booster, j'allais dire, la présence de ces forces-là au Sahel avec quelques résultats, n'ont pas forcément été à la hauteur des attentes. Donc à l'aune de tout ce qu'on peut aujourd'hui présenter comme résultat, même si on a réussi au niveau sécuritaire à éliminer quand même il faut le rappeler, quelques chefs terroristes, la question elle est toujours là, elle demeure. C'est à la fois des arbitrages entre les questions de développement. C'est vrai que la focalisation aujourd'hui c'est sur la question sécuritaire, mais il faut dire que pour l'ensemble du G5 Sahel, il y a un certain nombre de dossiers qui avancent, et j'allais dire qui avancent très bien, pour avoir eu l'occasion quand même de participer à un certain nombre de rencontres, et à la fois au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau des infrastructures, parce qu'on ne le rappelle pas très souvent. Donc il n'y a pas que la question sécuritaire, il y a d'autres dossiers qui avancent très bien, et je pense que ce sommet devrait permettre de consolider, je dis, l'avancée du G5 Sahel et son appropriation. On l'a dit, il y a deux choses à titre de rappel. Aujourd'hui, les priorités, c'est de permettre justement un retrait, j'allais dire de façon progressive, je dis, la présence française et des Occidentaux, mais de laisser l'appropriation de la question sécuritaire à l'Afrique et notamment aux États sahéliens. C'est des choses qui se font peut-être pas avec beaucoup j'allais dire, de bruit comme ça se faisait au départ, ce qui a donné peut-être, j'allais dire aujourd'hui, pas un blanc-seing, mais bon, c'est accalmie au niveau de l'opinion africaine. Je pense que c'est des bonnes guerres. Les choses devraient pouvoir aller dans le meilleur des sens, à mon sens. C'est vrai que le juge va le rappeler, la présence française commence à être un peu pesante quand on voit aujourd'hui les prises d'opposition au niveau de l'opinion africaine par rapport à cette question-là. Même en France, le débat se pose par rapport justement à cet engagement qui coûte financièrement et aussi humainement à la France. Est-ce que ça ne s'impose pas finalement ce retrait-là? C'est vrai qu'on le voit comme une option, mais finalement c'est une obligation pour Emmanuel Macron. Oui, la question du retrait, c'est une question de fond, effectivement, qui a été évoquée dès les premiers moments. L'objectif, en fait, je dis à long terme, dans la vision, ce n'était pas que les forces françaises, j'allais dire, puisque c'est de cette force qu'on parle ici, de rester éternellement, j'allais dire, dans la région. L'idée, c'était de permettre, dans un premier temps, de pallier à l'urgence, parce qu'on sait que il faut le dire aussi, c'est vrai qu'on aime bien nos armées, les armées font des efforts, il y a quand même un certain nombre de, j'allais dire, d'améliorations en termes de capacité opérationnelle qu'on a pu noter, mais au départ, il n'était pas aussi évident qu'on ait, j'allais dire, ici et maintenant, des forces très présentes et capables justement de contrer l'envergure de la menace. Donc aujourd'hui, tel que c'était envisagé, le tempo reste le même. Peut-être que ça ne se fera pas comme on
le souhaite, mais l'idée de départ qui consiste à laisser la main, je le disais tantôt, dans les priorités, c'est de permettre aux armées africaines de s'approprier cette question et de remplacer, j'allais dire, les forces françaises. Mais entre l'envie de vouloir le faire maintenant et les réalités du terrain commandent qu'on soit un peu, j'allais dire, un peu réservé, qu'on tout de suite ne précipite pas les choses, parce qu'effectivement il y a en face des ennemis qui n'attendent que justement cette occasion pour pouvoir déstabiliser. Comme je le disais, on est à la fois sur d'autres questions, et la question de la sécurité, c'est la question d'actualité, mais aussi, on l'a dit, ne l'oublions pas, peut-être qu'il faut souvent le rappeler, il n'y a pas que la sécurité, il y a les questions de développement qui devraient permettre justement de permettre à ces États, si le développement est amorcé avec, comme on l'a planifié, la présence ou l'installation d'un certain nombre d'infrastructures, et même que la question de gouvernance, ça aussi c'est souvent des choses qu'on occulte. Le problème de fond, on l'a dit aussi très souvent, et même l'autre partie aussi, c'est la question de la gouvernance. Si ces questions-là sont réglées, je crois que progressivement il va y avoir, j'allais dire, une union sacrée autour de ces forces. L'opinion française, effectivement, aujourd'hui, notamment, vous l'avez si bien évoqué au niveau du Sénat, il y a eu un gros débat sur la question, ne comprenant pas que d'une part, il y a beaucoup de ressources qui soient injectées justement pour la présence de ces forces-là dans le territoire sahélien, et qu'au même moment, il y a une certaine, une opinion africaine qui ne supporte pas, et ça il faut le dire, jusqu'à un certain niveau, la présence de... Je crois que ce sont des questions qui sont débattues, et ça peut aussi expliquer, c'est un signal fort, comme je l'ai dit dans mon introduction, donné, j'allais dire, et à l'opinion française, mais également à l'opinion africaine dans son ensemble, qui ne souhaite que cela. Mais une fois de plus, ce sont des choses qui se font par palier, par étapes, et les choses, je crois que sont bien amorcées. Il y a quelques années quand même, on a au départ de la menace, on a compris qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas totalement domptée, mais il y a quand même des progrès qu'il faut noter, et ça c'est aussi à le mettre aussi à l'actif de nos forces sahéliennes notamment. Oui, justement, là, parce que l'une des questions principales, c'est les enjeux de cette rencontre. C'est quoi exactement? Parce que POS était connu, et puis c'est une rencontre annuelle. C'est vrai que chaque année, on a l'impression que ces rencontres se tiennent parfois avec des engagements tenus ou pas tenus, mais pour cette rencontre-ci, l'enjeu principal, c'est lequel? L'enjeu, il est à la fois politique parce qu'on l'a dit, ce sont des chefs d'État africains aujourd'hui qui de plus en plus comprennent bien, et je crois que la question de la sécurité dans son ensemble, donc ce sont des décisions politiques qui vont se prendre sur le format, j'allais dire, de la suite, j'allais dire de la présence française, donc c'est la fois, mais aussi diplomatique. Diplomatique parce que ça va réunir un certain nombre d'acteurs. Il n'y a pas que les États, il y a aussi les organisations internationales. Quand vous regardez la liste de tous les acteurs qui vont être là, ça va être un sommet. Justement, on sait que la question qui revient de façon récurrente, c'est la question du financement, la capacité justement de ces États-là à continuer à négocier et à voir, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, ce sont les ressources qui manquent. Il y a la volonté, mais ce sont les ressources qui manquent. Donc c'est un sommet où des partenaires, je parlais justement aussi en début de la réunion d'aujourd'hui, de la rencontre d'aujourd'hui, qui est la réunion de la coalition, où les acteurs multilatéraux et les acteurs bilatéraux vont échanger sur un certain nombre de questions pour lever un certain nombre de boucliers, pour permettre justement non seulement le financement de cette force conjointe, et qui a forcément besoin de beaucoup de ressources, et qui ne sont pas forcément à la portée, j'allais dire, malgré la volonté de nos États qui doivent faire des arbitrages entre les questions sécuritaires, mais également entre les questions de développement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc on a forcément besoin de cette coopération internationale de façon plus globale, plus large, mais également de façon plus spécifique. On a besoin d'être avec des partenaires, d'échanger pour pouvoir avoir, de capter un certain nombre de ressources pour financer les autres leviers. Je parlais tantôt de la question des infrastructures. Aujourd'hui, je peux vous assurer que des rencontres sont tenues. J'ai eu l'occasion de participer indirectement à un certain nombre de rencontres sur la question, par exemple, du chemin de fer qui devrait relier, je crois, ces pays-là. Et ça, c'est un acte fondamental qui va désenclaver et qui va permettre de lever un certain nombre de ressources additionnelles et de permettre aux populations sahéliennes de profiter justement de cette initiative. C'est vrai qu'on parle de la question sécuritaire, mais ces aspects-là, il ne faut pas les oublier. La question de la femme, la question de la jeunesse, parce qu'on sait que les cibles les plus vulnérables, je veux dire, dans cette bataille, sont les femmes, sont les jeunes. Aujourd'hui, des initiatives à l'endroit des jeunes sont continuellement, j'allais dire, au rendez-vous.
Donc il y a des rencontres qui permettent aux jeunes, à travers un certain nombre d'initiatives, de permettre à ces jeunes de créer, comme on le fait au niveau national. Mais c'est bien à l'échelle nationale, mais au niveau national, où il y a des projets conjoints des différents pays, devrait permettre aux jeunes de se rencontrer, de savoir qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent faire avancer ensemble. Au niveau de la femme, les femmes, c'est la même chose. Maintenant, il est sécuritaire forcément, parce que la question de la force conjointe, elle est sur la table. On fait face aujourd'hui, au-delà du terrorisme, à la grande criminalité, au trafic transfrontalier. Les questions, par exemple, de la drogue, de migration, ce sont autant de questions qui sont sur la table et qui devraient peut-être aussi avoir quelques avancées, en tout cas pour les informations que nous avons. Donc c'est un sommet vraiment très attendu. Aujourd'hui, il y en a un nouveau leadership. Il y aura une passation de main. C'est le Tchad qui va prendre les rênes. Et on sait aussi, j'allais lire, dans une certaine mesure, la poigne du président tchadien. Il devrait aussi peut-être marquer de son empreinte, je vais dire, cette année de présence aussi à la tête du G5 Sahel. Et comme on l'a dit depuis le départ, est-ce qu'on arrive au niveau de ce sommet, justement, les Africains, les chefs d'État africains, l'opinion publique africaine, à prendre la main progressivement? Je crois que c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Donc j'allais dire en un mot, les enjeux sont très multiformes, sécuritaire, diplomatique, politique, mais aussi la question du développement est au centre du jeu. Oui, mais je pense également qu'en introduction, vous dites que la logique aussi, c'est de quitter, de faire France seule pour l'Europe de façon générale. Mais est-ce que ça va être à l'ordre du jour? Mais bien sûr, je vous ai parlé de... C'est seulement dans les coulisses pour le moment. Non, c'est pas dans les coulisses. Je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui est officieux. C'est une rencontre à un certain niveau, parce qu'il y a la rencontre au sommet entre les chefs d'État du G5 Sahel et les techniciens qui ont précédé, qui ont avancé un certain nombre de dossiers sur lesquels les chefs d'État, en général, donnent des réponses ou essaient justement de les intégrer dans la négociation qu'ils auront avec les autres partenaires. Donc l'ouverture avec les autres partenaires, je parle de l'Union africaine, pour ce sommet par exemple, on a clairement affirmé que la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres entités similaires, notamment au niveau européen, devraient pouvoir aussi apporter conséquemment, j'allais dire, leur contribution pour que les questions sur lesquelles on était resté souvent, j'allais dire, sans véritable résultat, puisse avoir, j'allais dire, quelques avancées, j'allais dire, un peu plus notables. Donc, la présence de ces organisations internationales et fait un clin d'œil à la CEDEAO, c'est une ouverture aux 15 États, parce qu'on sait aujourd'hui, pendant qu'on parle du G5 Sahel, il y a une autre initiative, peut-être qu'on n'en parle pas un peu trop, l'initiative d'Accra, qui regroupe les pays côtiers, et dont le Burkina, par exemple, est un élément central, qui regroupe, à titre de rappel, le Bénin, le Togo, le Ghana, et le Burkina, oui, c'est ça, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina, qui est le seul pays sahélien. Et on devrait profiter, peut-être que ce n'est pas encore au niveau, j'allais dire, ministériel, c'est pas encore très diffusé, mais c'est encore beaucoup plus au niveau politique et diplomatique. Et tous ces acteurs sont invités, je vais dire, par le canal de la CEDEAO, et ça devrait mettre en puissance, parce qu'on sait qu'on a vu un peu l'arc, comment est-ce que la trajectoire, on l'a vu même au niveau du Burkina, aujourd'hui de plus en plus, c'est le haut bassin, dans une moindre mesure, et la Comoué, qui par 2 fois déjà, j'allais dire l'espace de quelques temps, a été l'objet, j'allais dire, de des attaques. Donc tout ceci pour dire que nous sommes devant une situation où les États ont compris que même si on voulait traiter la question de façon spécifiquement sahélienne, aujourd'hui l'enjeu et la problématique est telle qu'il faut l'ouvrir, je vais dire, aux autres États. C'est vrai qu'au départ, le G5 Sahel, moi j'ai l'habitude de le rappeler, certains évidemment avaient évoqué pourquoi pas ne pas, mais je dis c'est d'abord une question sahélienne. Ce qu'on oublie, le G5 Sahel est composé quand même de 3 régions. C'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du Nord et la Mauritanie, c'est l'Afrique de l'Ouest avec les 3 pays de l'Iptako-Gouma. On l'oublie très souvent. Aujourd'hui, donc faire appel à la CEDEAO, c'est aussi un clin d'œil aux autres pays côtiers qui sont aussi aujourd'hui dans l'œil du cyclone de ces mouvements ou de ces velléités des groupes extrémistes. Mais en toute chose, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ouais. Alors, de la France à l'Europe,
qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce que nous on gagne. Parce que je ne pense pas d'une affaire de perdre dedans. Parce que bon, la France, parce que aussi c'était la puissance coloniale, c'était encore plus facile. Alors cette fois-ci, c'est beaucoup plus Europe. Alors que quand on regarde en Afrique, c'est beaucoup plus les pays sahéliens qui sont bizarrement aussi francophones, quoi. Voilà. Il y a ce détail aussi qui compte. C'est pourquoi je pose la question, est-ce que il faut le prendre en compte ou bien bon, il faut passer à autre chose. Je ne sais pas. Vous savez, la question du terrorisme, c'est une question, j'allais dire, internationale, transnationale. Si vous avez les capacités de pouvoir contrer la menace à l'intérieur chez vous, il n'est pas toujours évident que les pays par lesquels, par exemple, parce que c'est une trajectoire, on l'a dit, on a vu un peu le mouvement du terrorisme depuis, j'allais dire, pour remonter un peu loin à l'Afghanistan, ensuite pour aller très rapidement à l'Afrique du Nord, et qui s'est finalement logé, j'allais dire, dans le Sahel. Et quand on regarde les pays qui composent, j'allais dire, le G5 Sahel, ce ne sont pas forcément les pays les plus nantis, les plus lotis en termes de capacité, j'allais dire, à tous les niveaux pour pouvoir contrer seule la menace. Donc l'apport justement de ces pays, évidemment, on le sait, c'est d'une part de contrer la menace depuis ses origines, mais c'est également aussi de protéger un certain nombre d'intérêts, on le sait aussi. Donc si vous avez des intérêts stratégiques et que ceux qui sont supposés où les intérêts sont logés n'arrivent pas à sécuriser ces intérêts, il est tout à fait normal, je pense aussi légitime, qu'on protège ces intérêts et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui est l'idéal notamment pour un État qui doit être capable de se projeter à l'extérieur, protéger non seulement ses populations, mais aussi protéger des intérêts dits stratégiques. On sait en général qu'il y a des investissements français, notamment, je veux dire dans cette zone, mais également aussi un peu plus large des Européens. Donc, et de façon plus large, sur la question du terrorisme, la coopération internationale, il n'y a pas, je veux dire, ce n'est pas sélectif. Une fois qu'un État, et ça c'est dit dans les textes, c'est dit dans la configuration de la lutte, lorsqu'un État est dans une situation et fait face spécifiquement, j'allais dire de façon très précise, c'est une menace terroriste, et il est clair que tous les autres États, quel que niveau que ce soit, sont capables et devraient normalement pouvoir apporter de la solidarité pour pouvoir contrer cette menace, parce que ce n'est pas une menace, ce n'est pas uniquement que de la criminalité, c'est un phénomène insaisissable, et même tous les États, j'allais dire plus nantis, sont potentiellement exposés à l'intérieur comme à l'extérieur, au risque de me répéter, les intérêts des Occidentaux sont bien présents dans le Sahel. Oui, je voulais qu'on peut-être prenne un peu plus de recul pour voir de façon un peu plus globale les choses, parce qu'il y a souvent aussi dans la question de la réponse qu'on veut donner ici et maintenant au terrorisme, ça fait oublier aussi là où tout a commencé, et on a l'impression qu'on revient là où tout devrait se faire en termes de s'assumer. On a aujourd'hui une France, et ça c'est vrai, où le débat se fait, et on a une bonne partie de la France qui dit on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on insiste à continuer de se faire insulter, à faire tuer nos enfants et puis à y mettre de l'argent. On ne comprend pas. L'Africain qui dit mais vous ne comprenez pas quoi, il y a des intérêts que vous venez défendre, c'est pas pour nos beaux yeux. Maintenant il y a la fourmilière libyenne dans laquelle on a tapé, et puis après s'ensuit les conséquences. On nous dit on vient vous aider à éteindre le feu, mais c'est eux qui ont tapé là-bas, c'est pas nous. Et puis dans la gestion de la crise libyenne, je parle du temps Kadhafi, je pense que l'Afrique n'a pas été écoutée. On l'a enjambé et on a fait ce qu'on voulait, et c'est elle qui est en train de subir les conséquences. Soit, et on va vous aider à éteindre le feu. Il y a ce qu'on crée, G5 Sahel et tout, on se dit peut-être qu'on y mettra de l'argent, parce que n'oublions pas quelque chose, il y a une économie de la guerre ça coûte cher, mais voilà un G5 Sahel qui depuis sa création, vous vous rappelez qu'il y avait des donateurs qui à plus de 400 millions avaient pris des engagements, c'était en 2018, je sais pas, les sommets se succèdent, on ne sait même plus quels sont les noms, mais jusqu'à présent c'est attendu. Et avec la France, ce qui avait été tenté, c'était quoi? C'était de faire passer, on va dire de sanctuariser un peu le financement de ce G5 Sahel là, le passant sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ça n'a pas prospéré. Il y a des pays comme les États-Unis qui se sont opposés. Ils ont avancé leurs arguments. Quelquefois, on entendait des arguments du genre, vous savez ce que vous avez créé, réglé. On ne va pas casquer pour ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a cherché des sous
Dans tous les cas, s'il y avait de l'argent qui venait, je n'étais pas sûr que ce soit vraiment la bonne partie qui revienne à l'Africain qui puisse le gérer pour répondre à ce terrorisme-là. On a entendu même nos chefs d'État dire qu'il y a eu des financements qui ont disparu dans des couloirs européens. C'est ça aussi la réalité. Donc aujourd'hui, on a tenté de créer quelque chose, on a tenté de se dire que peut-être ça pourrait être encore un genre d'antenne de captation de sous, les sous ne sont pas venus, et on se dit, bon, écoutez, on va vous laisser encore dans votre problème, là, tentez de le régler vous-même. Quand on prend un peu de recul et on voit là où tout a commencé, et jusqu'à maintenant, on est obligé de s'assumer. On a pensé qu'en allant peut-être grouper avec un leader qui est la France, ça allait changer la chose, ça allait changer la donne. Mais la sécurité nous incombe d'abord. Et j'ai dit la somme de ce qui n'est pas bon n'est pas bon. C'est-à-dire que si chaque armée, et c'est ressorti encore avec le président tchadien, qui le disait hier, qu'il faudrait qu'on forme nos armées, et il faudrait qu'on accepte de mettre de l'argent. Ça, c'est une réalité. C'est vrai qu'on a eu l'Alliance Sahel qui a promis 3 milliards, ils disent que 40% sont en train de... Mais eux, c'est sur des questions de développement. C'est bien, parce que même le président tchadien disait, le tout militaire, c'est pas ça seulement qui va sauver les choses, puisqu'il continue de recruter parmi nous. Donc, pendant que vous faites votre petite guéguerre, mais ils prennent vos enfants qui sont en train d'enrôler. Mais tout à l'heure, vous parliez par exemple de la question CEDEAO avec Nana Akufo-Addo qui est président d'exercice, qui est présent. Mais ça même, on n'a même pas le choix. En fait, c'est les terroristes qui nous donnent notre agenda de regroupement. Puisque dans leur visée, vous voyez qu'ils sont en train de chercher une façade maritime. Donc, si vous asseyez, vous dormez. Je pense que la dernière fois, il y a une figure de proue de l'armée française qui a partagé le fait que dans la ligne de mire, nos États qui sont en bordure de mer, là, qui commencent à faire attention. Parce qu'on voit Donc, vous êtes obligés, à travers leur calendrier, de vous mettre ensemble parce que vous savez que vous êtes tous inquiétés. Donc, il y a une obligation pour nous maintenant de prendre la chose en main. Je pense que c'est la leçon qu'on devrait tirer. Et je reviens peut-être après toutes ces explications que je donne. Est-ce que c'est pas il y a beaucoup qui partagent cet avis. Est-ce que à la fin on n'a pas créé quelque chose? On s'est dit qu'on allait venir déverser beaucoup d'argent. Ça allait peut-être aider à financer la guerre et tout. Il n'y a pas eu cet argent. On dit maintenant laissez assumer vous. Ce qui est naturel, on doit s'assumer. Est-ce que c'est pas ça au fond à la fin? Non, je crois que je l'ai dit depuis le début. Peut-être ça paraît un peu théorique à la base quand vous consultez les textes de création. L'idée c'était justement parce que à titre de rappel, il y avait une initiative qui couvrait beaucoup plus de pays, hein. Et je crois que le G5 Sahel est venu quelque part phagocyter cette initiative de Nouakchott qui regroupait beaucoup plus de pays. J'allais plus de 11 ou 12 pays, c'était beaucoup plus large. On a compris très tôt que pour résoudre une question pareille, il fallait avoir des États assez réduits qui partageaient les mêmes réalités, sociologiques d'abord, mais aussi certains aspects, de précarité sur le volet économique. Et donc on est parti du G5 Sahel justement pour essayer une expérience. Et cette expérience, effectivement, a montré quelques difficultés dans la mise en œuvre. Et donc, comme une initiative qui a de l'ambition, par moment, on s'arrête, on fait des bilans. Je crois que pour rentrer un peu dans ce cadre où on s'est dit, sur un certain nombre d'aspects, on a pensé aller peut-être très vite et on s'est rendu vite compte qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait recadrer, notamment sur la question sécuritaire, sur la question, par exemple, du renseignement, où il y a eu quelques, dit difficultés dans la coopération entre les États. Ça, c'était sur le volet sécuritaire. Mais à côté, sur les questions de développement, ce que vous dites, c'est très juste. Aujourd'hui, et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai que l'urgence, c'est la question sécuritaire. Je crois que, dans le fond, la question du développement est un élément central. Si aujourd'hui, ces États qui sont à la limite, je dis un peu à la traîne, c'est pas faire de l'injure, de dire que quand vous regardez les États qui composent le G5 Sahel, pratiquement au niveau comment on appelle ça, de bas du classement au niveau de l'indice du développement humain, vous allez voir que c'est pratiquement les États qui sont au bas de l'échelle. Donc comment est-ce qu'on conjugue à la fois des défis sécuritaires, mais aussi faire en sorte que le développement de ces États-là puisse véritablement voir le jour pour que les populations qui sont les plus vulnérables puissent tirer, beaucoup de choses. Ce que je peux vous dire, peut-être que d'ici, peut-être que dans les
les médias, on ne voit pas souvent, mais j'ai eu l'occasion une fois de plus de participer à des rencontres où, tenez-vous bien, je crois qu'aujourd'hui des pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Maroc, y compris le Maroc, sont très partie prenante. Et à la limite, j'allais pas dire peut-être, j'allais mettre ça comme ça, un peu de mes bords, mais envie l'initiative du G5 Sahel. J'assistais à un débat entre experts où on a justement passé près de 30 minutes à définir justement la question du Sahel. Parce que justement ces États-là voudraient aussi faire partie de cette initiative. Donc est-ce qu'on parle du Sahel politique ou du Sahel géographique? Tout ceci pour donner l'opportunité à ces États sahéliens, j'allais dire côtiers, par exemple pour la Côte d'Ivoire, pour le Ghana et le Sénégal, de venir, dans cette initiative. C'est quelque chose qui a été pensé. Peut-être qu'aujourd'hui, l'ambition, elle est grande, mais je crois qu'elle est réalisable. Ce qui se fait aujourd'hui, la question de la transparence, vous avez parlé des questions de mobilisation des ressources. On sait que ce n'est pas la chose la mieux aussi partagée, au niveau de nos États pris individuellement. Et en plus, au niveau d'un regroupement pareil. Donc, peut-être que le ralentissement, et ça je peux vous l'assurer, il y a eu des débats qui sont enchopés sur qui capte l'argent et qui, gère ses ressources. Donc, on a trouvé un certain nombre de parades, d'organes aujourd'hui pour pouvoir... dans un financement, c'est vrai, capté par les partenaires ou donné par des partenaires pour permettre d'avoir une certaine transparence. Et donc, cette question de transparence a souvent été aussi l'objet, de débats où entre les États africains, mais également aussi des partenaires qui ne voudraient pas peut-être injecter beaucoup de ressources. Et comme dans d'autres projets ou dans d'autres initiatives, et finalement, ces ressources ou ces financements n'atteignent pas les objectifs de départ. Et ça, c'est malheureux. Peut-être faut le dire, mais je crois que on demande aujourd'hui à nos États, on demande aujourd'hui à nos cadres qui sont en charge de cette question de montrer patte blanche aussi dans la gestion de ces ressources. Peut-être que dans la captation de ces ressources, dans les capacités de négociation, il y a un certain nombre d'États qui sont beaucoup plus à l'aise, d'où l'ouverture, en termes de gabarit, en termes de possibilités de négociation, qui sont beaucoup plus à l'aise. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense notamment au Ghana, qui pourraient apporter de la valeur ajoutée pour pouvoir résoudre aussi cette question. Donc ces clins d'œil à ces États aussi participent quelque part de cela pour pouvoir, parce que le nez de la guerre, on l'a dit, il y a des idées, il y a des bonnes initiatives, mais si on n'a pas de ressources, on ne va pas solutionner ces questions-là. Quand on parle du G5 Sahel, il y a un leadership français, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Quand le retrait de troupes n'est pas forcément le retrait des affaires, donc ce n'est pas un changement de leadership. Alors qu'on veut un G5 Sahel qui soit la propriété des pays qui le composent, et puis ceux qui sont dans l'œil du cyclone par rapport à cette attaque terroriste, et puis la façon de s'assumer et d'être responsable. Donc ça veut dire qu'il y a un leadership qui doit glisser aussi. Mais quand vous regardez les États qu'il y a, qui parce que chacun, vous prenez le cas par exemple je prends le cas du Tchad, qui avait promis envoyer un certain nombre de soldats depuis le sommet de Pau, dans la zone des 3 frontières. Ça n'est que, je pense que c'est hier, en marge du sommet, que le président a annoncé 1200. Mais parce qu'il était aussi, quoi qu'on dise, rappelé par les mêmes terroristes à des affaires domestiques le long du lac Tchad. Bien sûr. Un leadership suppose quelquefois des sacrifices, et cela suppose aussi que vous soyez accompagné par les autres. Est-ce que le retrait, je dis, est-ce qu'il pourrait avoir même retrait de la France, ça c'est une autre chose, mais est-ce qu'on peut avoir, il ne pourrait pas avoir une guerre de leadership avec ce qu'on est en train de voir, avec une France qui décide de se retirer un peu, de mettre au moins en avant les troupes africaines. Voilà, les troupes africaines et sahéliennes. Est-ce ça ne pourrait pas être aussi germe de petits conflits en interne? Non, déjà, en termes de présence des troupes, il faut dire que la mission de la force Barkhane, on sait, dans la région, on a au moins 3 missions. On sait que le G5 Sahel a vocation, notamment la force conjointe à lutter contre le terrorisme. La force Barkhane, évidemment, c'est lutter contre le terrorisme
dans un précaré donné, on le sait. Il y a eu un recentrage. Vous savez que depuis peu, il y a eu quand même un recentrage parce qu'on a compris que les vrais enjeux se trouvent au niveau des 3 frontières. Je parle du Mali, du Burkina et du Niger. Ça peut expliquer à un moment donné que le Tchad, vous comprenez, quand vous êtes dans une initiative, que finalement, on recentre les enjeux sur les 3 États. Vous n'allez pas demander à un État, j'allais dire, qui est un peu en marge, notamment, on sait qu'on ne parle pas, même si la Mauritanie participe, et de plus en plus depuis quelques années, mais la Mauritanie et le Tchad se sont laissés un peu souvent en retrait, parce que justement, que ce soit les bailleurs ou les partenaires, ils ont beaucoup plus compris que la fragilité se trouvait au niveau de ces 3 frontières. Et que ces 3 pays-là partageaient un certain nombre de réalités en termes de vulnérabilité, on risque de me répéter, et qu'on pouvait commencer peut-être par ces 3 pays et remonter, parce que même à 5, on a trouvé qu'on avait limité. On a vu aussi les difficultés parce que sociologiquement, sur un certain nombre de questions, et vous êtes d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de leadership, mais le leadership de la France, on ne peut pas le nier, parce que c'est le pays qui est le plus proche de ces 5 pays, en termes historiques, en termes de relations, en termes de coopération, mais en termes d'enjeux, d'intérêt, de présence dans ces États-là. Donc vous ne pouvez pas l'éclipser. Et je parlais aussi tantôt on a vu un peu, peut-être ces derniers moments, un peu beaucoup moins en retrait, on a vu comment est-ce que le président français a fait le tour d'un certain nombre de partenaires pour convaincre les partenaires justement d'apporter, je veux dire, leur contribution au financement de ces troupes. Maintenant, aujourd'hui, je crois que les États ont compris, d'abord au sein même des armées africaines, sont allés aujourd'hui à un certain nombre, j'allais dire, d'écoles, comme j'allais dire leurs collègues des autres pays, mais on sait qu'entre la volonté de lutter contre ce phénomène et les ressources qui ne viennent pas souvent, plombent souvent un certain nombre d'initiatives. Et donc ce sont ces questions-là aujourd'hui qu'on est en train de régler. Ça ne va pas venir peut-être systématiquement. Vous avez parlé du retrait, je l'ai dit, peut-être le retrait progressif, parce que c'est ça l'objectif. Maintenant, est-ce que ces États sont préparés justement pour... parce qu'il y a des enjeux, c'est vrai, sécuritaires, mais il y a des enjeux politiques. Même au sein je peux vous l'assurer, au sein de ces 3 États du Diptako Gourma, il y a un problème de leadership qui se joue. Suivez mon regard. Donc c'est pour dire que quelque part, chacun voudrait aussi s'affirmer, que ce soit au niveau politique, parce que c'est des opportunités de montrer qu'on a aussi un certain nombre de capacités, soit au niveau on aura l'occasion de revenir sur ces sujets en analysant les conclusions du sommet, parce qu'on est un peu pris par le temps. Nous allons peut-être aborder le deuxième sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. Voilà. C'est vrai qu'on a lu le reporter. Avec notre Nigériane, quand même c'est un gros morceau. Mais on aura l'occasion justement de revenir à travers justement ce qu'on aura comme conclusion de ce sommet-là. Revenir sur tous ces enjeux. Alors, parlant justement de la Nigérienne, je l'ai rappelé en début d'émission, elle a été nommée première femme et première africaine à la tête de l'OMC. Alors, une nomination sans surprise parce qu'elle était la seule candidate en lice. Mais au-delà du symbole, qu'est-ce que ça apporte véritablement, je dirais, dans la vie de cette institution, comme je l'ai rappelé, qui est un peu en crise? Bon, j'allais dire, dans un premier temps, c'est la victoire du multilatéralisme. C'est déjà ça le premier symbole. Vous savez, il a fallu que Trump ne soit pas reconduit, parce que vous vous souvenez qu'il y a eu des débats qui ont échauffé en elle, la candidate sud-coréenne. On a vu, je vais dire, le positionnement, presque tout le monde. Vous savez, en général, ces élections au niveau de l'OMC se font par consensus. Tout le monde était unanime qu'au regard de son parcours, de son expérience et de ce qu'elle a pu apporter d'abord à la Banque mondiale et de ce qu'elle a comme expérience au niveau intérieur, je vais dire, dans son pays, même s'il y a toujours quelques critiques, ça ne peut pas manquer. Mais quand même, vous avez vu depuis hier les hommages, elle était pratiquement, quand vous êtes habitué d'un certain nombre d'enceintes internationales, c'est un visage, une personnalité qui marque et qui fait que ça ne devrait normalement pas souffrir. Mais cette guerre entre Trump, républicain, réalisme, foncièrement centré sur l'État, on a vu ce qui s'est passé pendant son magistère, comment est-ce que les organisations internationales étaient mises, j'allais dire quelque part en berne, je m'excuse pour le terme, pour pouvoir mettre l'État, je vais dire, au centre du jeu. Donc c'est une victoire déjà du multilatéralisme et ça c'est beaucoup plus intéressant pour l'Afrique
parce que beaucoup plus on gagne, même s'il y a quelques personnes qui pourraient ne pas forcément partager notre avis, mais je dis on a intérêt, je veux dire, si on veut impacter, à être dans cette dynamique du multilatéralisme que d'être dans d'autres choses. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect pour l'Afrique, c'est bien, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. Je veux dire, après tout, vous savez, aujourd'hui, sur la scène internationale, se jouent des enjeux internationaux, mais aussi des enjeux régionaux. Donc, avoir pour un Africain de l'Ouest comme nous, avoir une dame, vous l'avez dit dans votre introduction, pour une première fois une dame et une africaine, mais de l'Afrique de l'Ouest, à la tête de cette organisation, je pense que c'est quelque chose à saluer. Ça montre aussi le leadership féminin qui montre, je vais dire, à la face du monde cette émergence. Et c'est quelqu'un qui a de la poigne. C'est quelqu'un qui a un coffre et qui peut aussi, à notre humble avis, faire avancer la vie de l'institution. Maintenant, on l'attend, justement, elle l'a annoncé déjà, la question sanitaire, effectivement, mais rabaissée, parce que ce protectionnisme qui était aujourd'hui, j'allais dire, l'apanage des pros, j'allais dire, sud-coréennes, vont peut-être aussi laisser place à ce commerce assez libéral qui va aider notamment les pays africains, notamment les nôtres. Alors, mais qu'est-ce qu'il attend comme chantier véritablement? Mais le chantier, c'est d'abord ça, lutter contre le protectionnisme grandissant. On l'a dit, les États aujourd'hui, au regard des différents enjeux que nous connaissons au niveau mondial, je prends le dernier exemple, les questions sanitaires, les questions même économiques, les États avaient tendance justement, et Trump a donné, j'allais dire tout de suite, pendant sa magistrature, l'élément de cette envie de se replier sur soi. Et si on se replie sur soi, c'est pas toujours intéressant pour les États comme les nôtres qui sont aussi à la recherche d'opportunités et qui pourraient peut-être profiter de ce libéralisme économique, même s'il y a, je dis une fois de plus, c'est pas toujours du 100% intéressant, gagnant, mais c'est quelque chose qui pourrait arranger. Donc ça, déjà, je pense que c'est le premier gain. Le deuxième gain, c'est qu'on pourrait aussi, à travers sa magistrature, puisqu'elle est africaine, aussi plaidoyer justement pour renforcer un certain nombre de cadres, surtout qu'aujourd'hui, on a des initiatives qui sont en train d'être mises, notamment pour l'Afrique, avec la ZECAF, et avoir une sud-africaine, je veux dire, une Nigériane de l'Afrique de l'Ouest, à la tête d'une institution pareille. Donc ça répond et ça cadre carrément avec cette initiative, et ça pourrait aussi peut-être donner un beaucoup plus de, j'allais dire, de stimulation, je vais dire, à cette initiative qui est aussi en pleine naissance et pourrait permettre à nos économies non seulement d'oxygéner, mais d'avoir beaucoup plus d'ouverture sur les marchés et raffermir le commerce intra-africain. Oui, je crois aussi que quand on prend le cas de l'OMC, vous regardez, dernièrement, il y avait beaucoup de problèmes, même en interne. C'est-à-dire la désignation de juges, c'était compliqué. Et puis, il y a son mode de fonctionnement avec des décisions à l'unanimité qui poser un peu problème en termes de forme. Je pense qu'il y a des défis comme ça face auxquels elle sera. Et puis, quand vous regardez aussi, ces derniers temps, on a été marqué par une bipolarisation. États-Unis, Pékin. C'est-à-dire Washington-Pékin, c'est la guerre qu'on regardait. Et derrière, il y a un arbitre qui était impuissant, et c'est pas pour rien aussi que vous avez quelqu'un comme Trump qui pesait de tout son poids, celui qui n'était pas pour le multilatéralisme, pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe. Donc ça veut dire que c'est une question de vision. Sûrement qu'avec elle, il y a incarné des visions qui ne sont pas celles de Trump, d'un monde dominé forcément par les États-Unis, qui n'est pas du tout ouvert. Et vous avez vu comment Trump, quand il est arrivé, il a revu un certain nombre d'accords commerciaux, même l'AGOA vu par ses prédécesseurs et tout. Il a fermé les États-Unis à certains marchés africains. Tout ça, c'est des choses peut-être qui vont être renégociées, et on espère qu'elle aura la poigne pour gérer ces choses-là, pour être l'arbitre que cette organisation-là devrait être, et le fait de façon pleine. D'accord, c'est avec vos propos que nous allons mettre un terme à cette émission-là. Je rappelle qu'elle va d'ailleurs officiellement prendre fonction le 1er mars. À travers justement ses premières actions, nous aurons la latitude d'analyser de sa capacité à gérer cette structure-là. Je rappelle que pour cette convocation, nous avons eu sur notre plateau Oumaro Paul Kwalaga, spécialiste en diplomatie et relations internationales, également fondateur de l'Institut de stratégie et de la relation et des relations internationales. Merci d'être passé. Merci monsieur les juges. Quant à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Tweet TV et Watt FM, on se donne rendez-vous demain pour une autre convocation.